Il y a dans les relations modernes un jeu invisible dont personne ne parle à voix haute. C'est un jeu où l'amour, loin d'être un espace d'accueil, devient une sorte de laboratoire secret, une succession d'expériences dont tu ignores les règles. Parfois, tu le ressens confusément dès le début, comme une brise glacée qui s'immisce dans la chaleur des premiers regards. Tu te dis que c'est peut-être la peur de revivre d'anciennes blessures ou juste une ombre passagère. Mais cette sensation s'accroche à toi. Et si, au lieu d'être simplement aimé, tu étais testé? Imagine la scène. Tu es là, à vivre ce que tu crois être un nouvel élan, attentive aux moindres signes, aux messages, au silence. Tu crois lire la sincérité, la spontanéité, et pourtant, parfois, tu ressens une tension étrange. Un mot anodin, une remarque subtile, une absence injustifiée, tout cela vient semer le doute. Tu ajustes ton comportement, tu réprimes une réaction, tu préfères ne pas poser de questions pour ne pas paraître trop ou pas assez. À chaque instant, tu as l'impression d'être évalué, comme si quelqu'un, dans l'ombre, notait tes réactions sur un carnet imaginaire. Ce climat d'insécurité, tu n'es pas la seule à le connaître. Beaucoup de femmes, même les plus fortes, les plus brillantes, se retrouvent prises dans cette toile d'araignée. Il ne s'agit pas seulement de séduire ou d'être séduite, mais de répondre à des attentes implicites, de décoder des signaux ambigus, de gagner une place qui ne t'est jamais vraiment promise. Tu te dis que c'est peut-être toi le problème, que tu devrais être plus détachée, moins émotive, plus légère. Mais cette gymnastique intérieure, au lieu d'apporter la paix, finit par éroder ta confiance et ton énergie. Le doute s'installe, sournoie, jusqu'à t'amener à remettre en question ta propre valeur. Ce qui rend ces tests si puissants, c'est qu'ils sont rarement exprimés. Ils avancent masqués, sous couvert d'humour, de complicité, de jeu de regard. Ils prennent la forme d'une comparaison discrète, d'une provocation feinte, d'un silence pesant après un moment de tendresse. Derrière tout cela, il y a une mécanique psychologique profonde, une manière de mesurer tes limites, de voir jusqu'où tu es prête à aller pour être accepté, aimé, choisi. On ne te le dira jamais en face, mais tu sentiras chaque fois que tu n'as pas réussi la bonne réaction, le bon dosage entre passion et détachement. Jung, dans son observation aiguë de l'âme humaine, savait que l'amour n'est jamais qu'une affaire de cœur. C'est aussi une lutte de territoires intérieurs, un affrontement discret entre la peur d'être rejeté et celle de se perdre soi-même. Tester l'autre, c'est souvent tester la vie, tester la confiance, parfois par peur de souffrir, parfois pour ne pas s'engager vraiment. Mais il y a un prix à payer. Chaque jeu, chaque test laisse une trace dans l'estime de soi, dans la capacité à aimer sans se protéger en permanence. C'est là que commence le vrai voyage. Si tu t'es reconnu dans ces lignes, ce n'est ni un hasard ni une faiblesse. C'est au contraire le signe que tu es prête à regarder autrement ce qui se joue dans l'ombre de tes relations. Aujourd'hui, je t'invite à explorer sans détour les 7 comportements les plus subtils par lesquels certains hommes, parfois sans le savoir, celles qui s'offrent à eux avec sincérité. 7 manières de manipuler, de troubler, de fragiliser et surtout 7 portes d'entrée vers une lucidité nouvelle. Prépare-toi à voir ce que tu n'as jamais osé nommer et à reprendre enfin le pouvoir sur ta propre histoire. Tu t'es sûrement déjà retrouvé face à ce brouillard étrange qui s'installe dans la relation, sans prévenir, alors que tout semblait fluide, facile, presque évident. Le premier test, et peut-être le plus redoutable, c'est celui de la distance et de l'incertitude. C'est un ballet silencieux, un mouvement de va-et-vient où il souffle le chaud puis le froid, t'approche pour mieux se retirer ensuite. L'effet est immédiat. Tu te demandes ce que tu as bien pu faire. Tu réinterprètes chaque mot, chaque silence, chaque absence de message, comme si la clé de tout t'échappait de peu. C'est là, dans cette zone grise, que l'esprit commence à s'agiter. Peut-être cherches-tu à te convaincre que tu exagères, que c'est toi qui es trop sensible, trop dans l'attente. Mais ce sentiment ne ment jamais vraiment. La distance n'est pas anodine, elle teste ta résistance, ta patience, ton besoin de validation. Ce jeu se nourrit du doute. Plus tu t'interroges sur ce que tu représentes pour lui, plus tu t'accroches à la moindre preuve d'intérêt. Une réponse à un message devient une victoire, un compliment te semble exceptionnel, le moindre geste d'attention prend des proportions démesurées.
Ce test, les grandes études sur la psychologie des relations l'ont parfaitement disséqué, même si leurs auteurs n'apparaissent jamais sur le devant de la scène. Il s'agit d'une dynamique profonde, presque universelle, où l'un prend le contrôle du rythme, dicte les moments d'intimité et de retrait, sème le trouble et récolte la dévotion. Tu te transformes alors en stratège, guettant le moindre signe, réprimant tes envies de proximité pour ne pas paraître acquise. Tu espères secrètement que, si tu fais tout parfaitement, il cessera de disparaître, que la relation trouvera enfin son équilibre. Mais la vérité, c'est que la distance crée une dépendance émotionnelle bien plus forte que la présence constante. Elle t'oblige à jouer une partition qui n'est pas la tienne, à accepter que l'autre soit la boussole de ton bonheur, à croire que chaque retour est une preuve d'amour, alors qu'il n'est souvent qu'une simple reprise de contrôle. Ce jeu est dangereux, car il effrite lentement la confiance en toi. Plus il s'éloigne, plus tu doutes de ta valeur. Plus tu doutes, plus tu t'efforces d'être parfaite, dans l'espoir de ne plus jamais le voir partir. Jung, dans sa sagesse, invitait à regarder ces dynamiques non pas comme une fatalité, mais comme un miroir. Ce test ne parle pas seulement de l'autre, il met à nu tes propres blessures, ta peur de l'abandon, ton besoin d'être choisi coûte que coûte. Et si, au lieu de chercher à retenir celui qui fuit, tu te demandais ce qui en toi mérite d'être reconnu, aimé, soutenu par toi-même. Il y a, dans la capacité à nommer cette distance, un pouvoir immense, celui de refuser d'attendre, de cesser de courir après des réponses qui ne viennent jamais, de poser tes propres limites, même si cela signifie perdre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été là. La distance est un test parce qu'elle rend le lien incertain, fragile, parfois toxique. Mais elle peut devenir un déclencheur de conscience, un appel à l'autonomie émotionnelle. Beaucoup de femmes dans ce jeu-là finissent par s'oublier, par adapter leurs désirs à la disponibilité de l'autre, par minimiser leurs besoins, convaincues qu'il vaut un peu d'amour que rien du tout. Pourtant, ce peu finit souvent par coûter cher, la confiance s'effrite, la joie de vivre s'amenuise et l'on se retrouve à négocier l'essentiel pour un ersatz de relation. Ce premier test est le prélude à beaucoup d'autres. Il te pousse à rester dans l'attente, à analyser, à anticiper, à croire que la solution viendra de l'extérieur. Mais le secret, c'est que tout commence à l'intérieur, là où tu cesses de courir après celui qui te fuit, là où tu décides de ne plus accepter la place du figurant dans ton propre film. Ce choix-là demande du courage, de la lucidité et parfois une solitude féconde. Mais il t'ouvre la porte d'une liberté nouvelle. Reconnaître ce test, c'est poser la première pierre d'une reconstruction. Ce n'est pas refuser l'amour, c'est refuser le manque, la dépendance, l'attente vide de sens. C'est dire oui à toi-même, à ton intuition, à cette petite voix qui te dit, au fond, que tu mérites bien plus qu'un amour à moitié. Et si ce soir, tu faisais le choix de ne plus laisser la distance dicter ta valeur? Si tu décidais d'être celle qui avance, même lorsque l'autre s'éloigne, celle qui ne confond plus absence et preuve d'attirance, celle qui sait que la vraie fidélité commence toujours par soi. Il existe une forme de test que l'on ne repère souvent qu'après coup, une mécanique sournoise qui s'installe presque imperceptiblement dans le dialogue amoureux. Ce n'est pas seulement une question de distance ou d'absence, mais un jeu de miroir où l'autre, à travers des provocations subtiles, cherche à sonder ton seuil de tolérance, ta capacité à absorber, à encaisser, à douter de toi-même. Cela commence souvent par des petites phrases qui semblent anodines, une remarque sur ta façon de t'habiller, un commentaire sur ton rire, ou cette fameuse comparaison qui tombe sans prévenir. Tu me fais penser à quelqu'un. Mon ex avait la même réaction. Tu n'es pas comme les autres, mais parfois tu l'es quand même. Rien de brutal, jamais, mais juste assez pour semer le doute, réveiller une gêne ou une douleur ancienne. Ce test-là ne se présente jamais frontalement. Il avance masqué, s'habille de second degré, de fausse légèreté, parfois même d'une tendresse qui trouble. Il dit « je plaisante » ou « tu es trop susceptible » et tu te surprends à vouloir t'excuser de ce que tu ressens. La première fois, tu ris pour masquer le malaise, tu laisses passer. Mais l'esprit, lui, enregistre tout. Peu à peu, chaque provocation vient titiller une insécurité,
réveiller une vieille blessure, questionner la solidité de ton amour-propre. Et c'est précisément là que le jeu devient dangereux, quand l'autre commence à contrôler, sans en avoir l'air, la météo de ton humeur. Dans ce théâtre invisible, chaque réaction de ta part devient une information précieuse pour celui qui teste. Si tu t'énerves, il te traite d'hystérique, te reproche de trop prendre les choses à cœur. Si tu restes silencieuse, il t'accuse d'être froide, distante, voire indifférente. À chaque fois, c'est toi qui te retrouves sur le banc des accusés, sommé de te justifier, de réajuster ton comportement pour ne pas perdre l'autre. C'est la spirale de l'inversion psychologique. La responsabilité du malaise change de camp et tu finis par croire que le problème, c'est ta sensibilité, ta fragilité, ta soi-disant incapacité à prendre de la distance. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette stratégie. Ceux qui l'emploient, parfois sans même s'en rendre compte, tant le mécanisme est ancré dans l'inconscient collectif, s'inspirent sans le savoir des ressorts les plus efficaces de la psychologie humaine. Provoquer une réaction émotionnelle forte chez l'autre, c'est prendre le pouvoir sur son équilibre intérieur. C'est occuper tout l'espace mental, c'est transformer la relation en une arène où chacun lutte pour garder la face. Les plus grands analystes de la manipulation l'ont montré. Là où il y a confusion, il y a contrôle. Celui qui trouble l'autre impose son rythme, ses règles, ses propres insécurités. Mais il y a aussi, dans cette dynamique, un écho du désir mimétique. L'autre cherche à voir si tu vas désirer ce qu'il désire, si tu vas te conformer à l'image qu'il projette de toi, si tu es prête à te modeler pour rester dans ses bras. Il sème le manque, crée la tension, puis t'offre la récompense, un mot doux, un compliment inattendu, une nuit où tout semble parfait pour mieux te ramener ensuite à la case départ. C'est un cycle de tension et de soulagement, une alternance de plaisir et de douleur qui devient vite une addiction. Plus tu essaies de gérer la provocation, plus tu t'éloignes de toi-même, prise au piège d'un jeu dont tu ne connais ni les règles ni la fin. Dans cette logique, la société aussi joue un rôle, valorisant la femme qui sait s'adapter, qui prend sur elle, qui pardonne, qui minimise. L'éducation émotionnelle classique a trop souvent appris à la femme à faire passer l'autre avant soi, à sauver la face du couple, à protéger l'harmonie au prix du silence. Mais ce silence, quand il dure, se transforme en terrain fertile pour les manipulations les plus insidieuses. Tu finis par ne plus savoir ce qui est acceptable ou non, ce que tu veux vraiment, ce qui t'appartient ou ce qui appartient au scénario de l'autre. Alors, comment sortir de ce piège ? Jung, toujours lui, rappelait que la vraie liberté naît de la capacité à observer sans se juger, à accueillir ses émotions sans s'y noyer. Cela commence par reconnaître la provocation pour ce qu'elle est, un test, un miroir, parfois le symptôme d'une peur de l'autre de s'abandonner vraiment. Ce n'est pas à toi de guérir cette peur, ni de prouver ta résistance. Ce qui t'appartient, c'est la faculté de mettre des mots sur ce qui te trouble, de refuser les dialogues piégés, de ne plus te laisser définir par l'humeur ou les blessures d'autrui. Parfois, il ne s'agit pas d'argumenter ou d'expliquer, mais de tracer une ligne claire, silencieuse, indiscutable. Ce jeu n'est pas pour moi. Je ne suis pas ici pour passer des tests. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. Ce genre de positionnement, loin d'être brutal, est le début d'une fidélité nouvelle à toi-même. Il oblige l'autre à choisir, soit avancer vers toi dans la clarté, soit partir avec ses brouillards. Quoi qu'il décide, tu restes entière, libre de toute dette psychologique. Si tu te reconnais dans ce scénario, sache que tu n'es ni naïve ni trop fragile. Tu es au contraire en train de t'éveiller à un niveau supérieur de conscience relationnelle. Les provocations, les inversions, les dialogues piégés n'ont de pouvoir sur toi que si tu acceptes d'en être la cible. Dès lors que tu changes de posture intérieure, que tu redeviens l'actrice principale de ton histoire, tout l'équilibre bascule. Peut-être perdras-tu des relations qui n'étaient que des arènes de pouvoir déguisées, mais tu gagneras un espace immense pour aimer, choisir et surtout exister sans avoir à justifier ton existence. La vraie force, c'est celle-là. La capacité de s'éloigner sans haine, de poser des limites sans crier, de rester fidèle à sa lumière, même au cœur de la tempête. Voilà le secret que bien peu osent nommer, mais que ton âme connaît déjà. Rappelle-toi, tu n'es pas sur cette terre pour passer le casting de la vie de quelqu'un d'autre.
Il y a des moments dans la relation où tu sens que quelque chose d'invisible t'échappe. Ce n'est plus seulement la distance ou la provocation, c'est une sorte de jeu cruel avec la rareté. L'autre devient soudain insaisissable, presque précieux, comme s'il t'offrait son temps et son attention au compte-gouttes, juste assez pour te maintenir accroché, mais jamais assez pour combler ton besoin de présence. Derrière cette dynamique se cache un test particulièrement sournois, celui de la compétition et de la mise en concurrence. Tu le reconnais à ces petites phrases. « Tu sais, je reçois beaucoup de messages. Tout le monde veut passer du temps avec moi. » ou « Je n'ai jamais autant été sollicité. » D'un coup, tu as l'impression d'être sur un marché invisible où l'amour devient une récompense rare qu'il faut mériter. Ce test joue sur l'une des cordes les plus anciennes et puissantes de la psyché humaine, la peur de ne pas être choisie, de ne pas être la meilleure, la plus désirable, la plus indispensable. Il s'insinue dans tes pensées, s'infiltre dans tes rêves, et sans même que tu t'en rendes compte, tu te surprends à faire plus d'efforts, à te surpasser, à accepter des situations qui, en temps normal, t'auraient paru inacceptables. Tu deviens à la fois juge et candidate, en compétition silencieuse avec des rivales imaginaires ou réelles, dans l'espoir d'obtenir cette exclusivité qu'il laisse planer mais ne promet jamais vraiment. Dans cette dynamique, le manque est cultivé comme une fleur rare. L'autre disparaît soudainement, ne répond pas à tes messages, repousse vos rendez-vous, puis revient comme une apparition, apportant avec lui le soulagement et le doute mêlés. Chaque retour devient une fête intérieure, chaque absence une épreuve, chaque rivalité une blessure cachée. Le terrain est propice aux obsessions. Tu scrutes ses réseaux sociaux, tu interprètes le moindre like, tu te demandes où il est, avec qui et pourquoi tu n'es pas celle qui compte le plus. Ce cycle entretient une forme d'addiction émotionnelle qui ronge l'estime de soi et brouille la perception du réel. Ce comportement, loin d'être anodin, s'inspire des principes les plus fondamentaux de l'influence humaine. Créer la rareté, c'est donner plus de valeur à ce qui est absent qu'à ce qui est présent. C'est jouer avec la frustration, la faim d'amour, le désir d'être l'élu. Les plus grands spécialistes de la persuasion savent que la concurrence déclenche chez l'être humain une énergie puissante, un besoin de se surpasser, parfois même de s'oublier complètement pour remporter le prix tant convoité. Dans la sphère amoureuse, cette logique fait des ravages. Elle pousse à tolérer l'intolérable, à investir sans retour, à perdre pied avec ses propres besoins et ses propres limites. Jung, lucide et sans complaisance, rappelait que l'amour authentique ne se construit jamais sur la peur de manquer, ni sur la compétition. Mais notre époque, saturée de stimuli et de sollicitations, rend cette rareté presque naturelle. L'autre devient un bien de consommation émotionnelle, un objet de désir dont la valeur augmente à chaque moment d'indisponibilité. Ce jeu-là n'a pas de fin. Plus tu t'accroches, plus il s'éloigne. Plus il s'éloigne, plus tu doutes de ta place. Plus tu doutes, plus tu t'effaces. C'est la spirale de la mise en compétition qui épuise le cœur et fait naître la jalousie, la comparaison, le besoin de tout contrôler. Le pire, c'est que ce test est parfois déguisé en liberté, en ouverture d'esprit, voire en modernité. On te dit qu'il ne faut pas être possessive, qu'il faut laisser l'autre respirer, qu'il est normal de ne pas tout partager. Mais cette liberté n'est souvent qu'un paravent, une façon de ne jamais s'engager vraiment, de garder la main sur le jeu tout en gardant une porte de sortie ouverte à tout instant. Pendant ce temps, tu apprends à vivre dans l'incertitude, à aimer à demi, à espérer sans jamais savoir si tu es la priorité ou juste une option parmi d'autres. Ce que l'on oublie, c'est que la vraie rareté ne se joue pas dans le manque, mais dans la profondeur. Ce qui est rare, c'est une présence entière, une parole tenue, un amour qui ne se mesure pas en nombre de likes ou en popularité, mais en vérité, en engagement, en sécurité. Ce test, s'il t'épuise, s'il te rend anxieuse ou jalouse, n'est pas une preuve de ton manque de confiance en toi, mais un signal d'alarme. Il est temps de te rappeler que tu n'as rien à prouver, rien à gagner à la compétition amoureuse. Apprendre à voir cette dynamique pour ce qu'elle est, c'est déjà commencer à en sortir. Cela demande du courage, une dose de lucidité et surtout la capacité à poser tes propres règles. Refuser d'entrer en compétition, c'est affirmer que ta valeur ne dépend ni du regard des autres, ni de la rareté artificielle imposée par quelqu'un qui n'assume pas sa vulnérabilité. C'est choisir de quitter le marché,
de ne plus jouer à la candidate, d'attendre un amour qui ne te fait pas sentir en solde. Il ne s'agit pas d'être indifférente ou froide, mais d'apprendre à reconnaître la manipulation là où elle se cache, parfois même sous le masque du romantisme. Ce que tu recherches, au fond, ce n'est pas d'être la meilleure, mais d'être vue, reconnue, choisie pour ce que tu es, sans effort de plus, sans compétition, sans compromis qui te trahit. Plus tu assumes cette exigence, plus tu attires à toi des relations où la rareté n'est plus un outil de contrôle, mais le signe d'une authenticité précieuse. Tu verras alors que ce qui est rare, c'est aussi ce qui ne se laisse pas piéger par le jeu de la concurrence. Les femmes qui sortent de ce cycle deviennent elles-mêmes la rareté. Inaccessibles à la manipulation, résistantes au chantage affectif, prêtes à tout quitter plutôt que de mendier l'attention de quelqu'un qui s'amuse à la doser. C'est le début d'une autre histoire où l'on n'attend plus d'être choisi, mais où l'on choisit lucidement, puissamment, sans peur de la solitude. Souviens-toi, la vraie rareté, c'est d'oser exister sans se comparer, d'aimer sans condition de victoire, de se retirer sans regret d'un jeu qui n'honore pas ton cœur. Ce test, aussi cruel soit-il, peut devenir le déclencheur de ta libération la plus profonde. Il suffit parfois d'un pas de côté pour voir que tu n'étais jamais en compétition avec les autres, mais simplement avec l'oubli de ta propre valeur. Il y a une épreuve dont peu parlent, mais que beaucoup vivent en silence, le test de l'instabilité. C'est une stratégie redoutable, presque élégante dans sa cruauté, qui consiste à souffler le chaud et le froid, à passer du rire aux larmes, de la passion à la froideur, du projet à l'abandon, tout cela sans raison apparente. Tu le ressens quand, après un moment d'intimité intense, il s'éloigne soudainement, sans explication. Quand il te fait croire qu'il veut tout construire, puis, d'un coup, fait machine arrière. Quand il te dit « tu es la femme de ma vie » et, le lendemain, ne répond plus à tes messages. L'ascenseur émotionnel commence ainsi, tout doucement, jusqu'à devenir un mode de relation à part entière. Ce test ne laisse jamais de traces visibles. Il n'est pas brutal, il ne crie pas, il ne frappe pas. Il agit dans le flou, le demi-mot, la promesse suspendue. Tu passes tes journées à tenter de comprendre, à réinterpréter les conversations, à deviner les non-dits, à anticiper la prochaine volte-face. Cette incertitude chronique n'est pas un hasard. Elle crée une forme de dépendance émotionnelle puissante basée sur l'espoir de retrouver, la prochaine fois, l'intensité des débuts. Le cerveau humain, programmé pour rechercher la cohérence et la sécurité, se retrouve pris au piège de la dissonance. Tu sais que quelque chose cloche, mais tu refuses de le voir, préférant croire que l'instabilité n'est qu'une mauvaise passe, qu'avec assez d'amour ou de patience, tout va s'arranger. Ce type de test est d'autant plus dangereux qu'il s'appuie sur un mécanisme psychologique fondamental, la récompense aléatoire. On ne sait jamais quand viendra la prochaine caresse, le prochain mot doux, le prochain week-end parfait. Paradoxalement, cette imprévisibilité rend la relation addictive. Tu te surprends à tout accepter pour quelques instants de bonheur, à pardonner l'impardonnable, à effacer tes propres besoins pour retrouver la magie perdue. Plus il te fait douter, plus tu t'attaches, convaincu que ta fidélité finira par le guérir ou par le convaincre de te choisir pour de vrai. Mais l'instabilité n'est pas une fatalité amoureuse, c'est une technique éprouvée de domination silencieuse. Ceux qui l'emploient, parfois sans conscience, parfois avec un art consommé, savent pertinemment qu'une femme perdue dans le doute est bien plus facile à influencer qu'une femme ancrée dans sa valeur. Ils utilisent l'ascenseur émotionnel pour effriter ta confiance, puis t'offrent quelques moments de répit, juste assez pour que tu restes. C'est une dynamique perverse, à la fois violente et invisible, qui use les âmes, déstructure les repères et, lentement, détruit la capacité d'aimer sans peur. Ce qui complique la sortie de ce cycle, c'est que l'entourage, souvent, ne voit rien. À l'extérieur, tout semble normal, il n'y a ni cris, ni insultes, ni ruptures officielles. Tu n'oses pas te plaindre, de peur d'entendre « tu exagères, c'est toi qui es trop sensible » ou pire « c'est comme ça ». Tous les couples connaissent des hauts et des bas. Mais toi, tu sais, tu sens au fond de toi que cette montagne russe émotionnelle n'a rien de naturel, que le véritable amour n'humilie pas, ne fait pas douter, ne laisse pas l'autre dormir avec la peur de se réveiller abandonné. Jung nous enseigne que l'amour véritable,
commence là où cesse le doute entretenu. Il ne s'agit pas de réclamer une perfection impossible, mais de reconnaître ce qui, en toi, mérite une stabilité, un engagement, une présence fidèle. Refuser l'instabilité comme norme, c'est poser la première pierre d'une reconstruction profonde. Cela demande du courage, car sortir de l'ascenseur émotionnel, c'est accepter la solitude, affronter le vide, se confronter à la peur de perdre ce que l'on n'a jamais vraiment eu. Dans cette traversée, il y a souvent une étape douloureuse mais essentielle, celle de la désillusion. Tu te rends compte que tu as aimé un rêve, un potentiel, une promesse, plus qu'une réalité. Tu pleures l'image de ce que la relation aurait pu être, tu luttes contre la honte d'avoir cru, d'avoir trop donné, d'avoir espéré plus fort que la raison. Mais c'est dans ces larmes que naît une nouvelle force, celle de choisir la paix plutôt que la passion toxique, la clarté plutôt que l'excitation du doute, l'amour de soi plutôt que l'attente sans fin. Pour ne plus tomber dans ce piège, il faut apprendre à repérer les signes précoces de l'instabilité. L'incohérence dans les paroles et les actes, les projets annulés à la dernière minute, les déclarations enflammées suivies de silences glaciaux, l'incapacité à s'engager vraiment. Il ne s'agit pas de devenir suspicieuse, mais de rester lucide. L'amour grandit dans la prévisibilité, la parole tenue, la constance des gestes. Tout ce qui sème la confusion, la peur, le doute n'est pas une épreuve à réussir, mais un signal d'alerte à écouter. Enfin, souviens-toi que ta valeur ne se mesure pas à ta capacité de supporter l'instabilité de l'autre. Tu n'es pas là pour guérir, réparer ou convaincre qui que ce soit. Tu es là pour aimer et être aimé dans la sécurité, la tendresse, la vérité. Si tu sens que la relation te fait plus de mal que de bien, ose partir. Il n'y a pas de honte à choisir la paix, à dire non à l'ascenseur émotionnel, à préférer le calme d'une vie seule à la tempête d'un amour instable. Le test de l'instabilité, aussi redoutable soit-il, peut devenir l'occasion d'une renaissance. Il t'apprend à poser tes propres limites, à refuser la confusion comme norme, à redevenir la seule maîtresse de ton destin émotionnel. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu découvres que l'amour véritable ne se négocie pas, ne se mérite pas, ne se quémande pas. Il se reçoit, il se partage, il se construit jour après jour, sans ascenseur, sans vertige, sans peur de tomber. Il y a un piège encore plus subtil que l'instabilité ou la mise en compétition, celui de la fausse vulnérabilité. Ce n'est pas la violence ni même la distance, mais une forme de fragilité mise en scène qui vient réveiller chez toi la plus profonde des compassions. Ce besoin d'aider, de réparer, d'aimer assez fort pour sauver l'autre de lui-même. Cela commence souvent par une confidence douloureuse, une blessure d'enfance, une trahison passée, une angoisse existentielle, racontée avec tant de sincérité apparente qu'elle désarme même les plus méfiantes. Tu te sens privilégiée d'être celle à qui il ose se confier. Petit à petit, la relation bascule. Ce n'est plus lui qui te teste, mais toi qui dois sans cesse prouver ta capacité d'écoute, de patience, de pardon. Sous couvert d'authenticité, il place la barre de l'empathie toujours plus haut. Chaque écart de conduite, chaque incohérence, chaque mot blessant devient excusable au nom de sa fragilité. Tu sais, j'ai du mal à faire confiance. Je suis compliquée, mais tu es la seule qui me comprenne. Si j'agis comme ça, c'est à cause de mon passé. Ainsi, le centre de gravité émotionnelle se déplace insidieusement. C'est toi qui prends sur toi, qui encaisse, qui rassure, qui répare, alors que tu es censé être aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux offrir comme guérison. L'autre se met en scène comme victime de la vie et, paradoxalement, prend le contrôle de la dynamique. Car celui qui maîtrise l'art de la vulnérabilité instrumentalisée finit par dicter les règles sans jamais sembler le faire. Dans ce genre de relation, la confusion atteint des sommets. Tu ne sais plus s'il faut poser des limites ou pardonner, partir ou rester, aimer plus fort ou lâcher prise. Tu portes la culpabilité de ces blessures comme si elles étaient à moitié les tiennes. Tu modifies tes attentes pour éviter de le brusquer. Tu t'interdis la colère pour ne pas être une de plus à l'abandonner. La logique de la manipulation la plus fine s'inspire ici du transfert de responsabilité. Plus il t'ouvre ses failles, plus il t'enchaîne à ses propres peurs. Tu te retrouves à te justifier d'exister, à renoncer à tes besoins pour ne pas le blesser, à devenir la thérapeute, la confidente, la sauveuse. Mais cette compassion, pourtant noble, peut rapidement se retourner contre toi.
Les grands analystes de l'influence humaine montrent que le sentiment de devoir réparer l'autre rend aveugle aux signaux d'alarme. Tu excuses l'inexcusable, tu acceptes la négligence, la froideur, parfois même la violence passive, tout cela au nom d'une blessure qui, en réalité, ne te concerne pas. Et plus tu t'investis, plus tu t'oublies. Tu deviens, sans t'en rendre compte, la garante de son équilibre, responsable de son bonheur, prisonnière d'un contrat tacite dont tu n'as jamais écrit les termes. Ce test a ceci de terrible qu'il active les ressorts les plus puissants du cœur humain. La honte de décevoir, la peur de l'abandon, le mythe que l'amour peut tout. Jung, avec sa clarté habituelle, rappelait que le véritable amour n'est jamais une réparation, ni une mission de sauvetage. Aimer, ce n'est pas s'effacer pour sauver l'autre, mais exister pleinement à ses côtés. Toute relation où tu dois constamment prouver ta capacité à supporter, à guérir, à absorber les tempêtes intérieures de l'autre est vouée à l'épuisement. Tu reconnais ce piège quand tu te surprends à rationaliser l'irrespect, à expliquer à ton entourage pourquoi il n'est pas si méchant, à attendre le retour de la douceur après chaque crise, à te contenter de miettes sous prétexte que personne d'autre ne le comprendrait. C'est ici que le cycle de la dépendance affective trouve son apogée. Plus tu donnes, moins tu reçois, plus tu pardonnes, plus tu espères qu'un jour il guérira grâce à toi. Mais cette attente est une illusion, car la guérison de l'autre ne t'appartiendra jamais. Le chemin de sortie de ce test est rude, souvent semé de doutes et de regrets. Il passe par la réhabilitation de tes propres besoins, de ta propre douleur, de ton droit à être aimé sans devoir jouer les infirmières de l'âme. Il demande de la lucidité pour voir que la vulnérabilité authentique rapproche, alors que la vulnérabilité instrumentalisée enferme. Il exige le courage de poser des limites, de dire non, de reconnaître que l'on ne sauve personne malgré tout l'amour que l'on porte. C'est ici que réside le vrai pouvoir, choisir la compassion sans se sacrifier, offrir l'écoute sans s'effacer, aimer sans s'oublier. Plus tu t'entreras dans ta propre lumière, moins tu attireras ceux qui cherchent à être sauvés au lieu d'aimer. Tu découvriras alors une vérité profonde. Le véritable amour commence là où cesse la pitié, là où chacun prend la responsabilité de ses blessures, là où la vulnérabilité n'est plus une arme, mais un pont vers l'autre. Souviens-toi, tu n'es pas né pour guérir tous les hommes abîmés par la vie. Tu es né pour aimer et être aimé, dans la réciprocité, le respect, la vérité. Ce test, s'il t'a piégé, n'est pas une fatalité. C'est peut-être la dernière marche avant la grande libération. Refuse désormais les scénarios où l'on t'impose le rôle de sauveuse. Tu n'es redevable de rien à personne, sinon d'être fidèle à la femme lumineuse que tu es. Il existe une forme de test qui, à première vue, ne ressemble à aucun autre. Il ne s'impose pas par le bruit, ni par l'absence, ni même par la provocation. Il se glisse dans la relation comme un brouillard subtil, un doute permanent qui s'immisce dans tes pensées les plus intimes. C'est le test de la confusion, ce moment où la réalité semble glisser entre tes doigts, où chaque certitude se fissure, où tu ne sais plus très bien qui a raison ou tort, ni même ce que tu ressens vraiment. Tout commence par de petites incohérences. Il te dit une chose et, le lendemain, en fait une autre. Il promet puis se dédie. Il nie t'avoir blessé alors que tu portes encore la marque de ses paroles. Quand tu oses exprimer un malaise, il t'accuse de déformer la réalité, de te faire des films, d'être trop sensible, voire d'être paranoïaque. Tu finis par douter de ta mémoire, puis de ton intuition, puis de ton jugement. C'est le mécanisme du brouillage psychique, une technique invisible mais redoutable, où l'autre prend le pouvoir en sapant peu à peu la confiance que tu as en toi. Ce test ne se limite pas à la manipulation flagrante, il est souvent l'œuvre de personnes qui, elles-mêmes, se débattent avec leurs propres contradictions. Mais le résultat est toujours le même, tu te retrouves à questionner chaque détail, à enregistrer mentalement chaque conversation pour tenter de prouver que tu n'inventes rien. Plus tu cherches à clarifier, plus il brouille les pistes. Il change de version, rit de tes inquiétudes, accuse le stress, la fatigue, la jalousie. À force, tu n'oses plus rien dire, de peur de passer pour folle. Tu t'enfermes dans le silence, tu deviens ta propre censeur, tu t'éloignes de tes amis, persuadé qu'elles ne comprendraient pas. Les grandes études sur la manipulation psychique montrent que cette confusion programmée est l'une des formes de domination les plus pernicieuses. Elle ne détruit pas d'un coup, elle grignote, elle érode, elle isole. Les repères intérieurs se brouillent, tu ne sais plus si tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, ni même si ce que tu vis est réel. L'autre devient le seul arbitre de la vérité, le gardien du récit, le metteur en scène de ton doute. Tu cherches en vain une preuve, un témoin, un signe objectif.
Mais dans cette pièce à huis clos, il n'y a plus que toi, et t'as peur de te tromper. Jung avait pressenti ce mécanisme avant l'heure. L'inconscient, disait-il, façonne la réalité à son image. Celui qui manipule ne se contente pas de modifier les faits, il s'attaque à ta perception même du monde. Il sait que le doute est plus puissant que la colère, que la confusion est plus paralysante que la violence. Plus tu doutes, plus tu te tais. Plus tu te tais, plus il réécrit l'histoire à sa façon. C'est ainsi que naît la perte de soi, la dissolution de la volonté, la soumission tranquille à une autorité qui ne crie jamais, mais qui décide de tout. Dans ce brouillard, il n'est pas rare de perdre pied. Certaines femmes, pourtant brillantes, fortes, autonomes dans tous les domaines de leur vie, se retrouvent piégées dans ce jeu de miroir. Elles finissent par s'excuser d'avoir ressenti une douleur, par minimiser l'inacceptable, par justifier ce qui, vu de l'extérieur, semblerait absurde. Ce n'est rien. Il a raison, je dramatise, je devrais apprendre à relativiser. Mais ce déni n'apporte jamais la paix. Il nourrit l'angoisse, la culpabilité, le sentiment d'être moins que rien. Petit à petit, l'amour se transforme en vigilance, l'intimité en suspicion, la tendresse en autosurveillance. Comment sortir de ce labyrinthe ? Le premier pas, c'est de remettre en question la version unique de la réalité imposée par l'autre, de retrouver le fil de ta propre mémoire, d'honorer ton ressenti, même s'il n'est pas validé par le partenaire. Il s'agit de réapprendre à faire confiance à tes signaux intérieurs, à poser des questions sans peur du conflit, à demander du temps pour réfléchir. Refuser la confusion, c'est se redonner le droit de penser, de douter, d'exister comme sujet et non comme spectatrice. Il est souvent nécessaire aussi de retrouver un regard extérieur. Parler à une amie, à un thérapeute, à quelqu'un de neutre, permet de briser le cercle du doute solitaire. Parfois, une seule phrase entendue de l'extérieur, « Non, tu n'es pas folle, ce que tu ressens est légitime », suffit à fissurer la forteresse du brouillard. Peu à peu, tu reprends goût à la clarté, tu t'autorises à nommer ce qui fait mal, à dire stop quand la confusion devient insupportable. Jung disait que la vérité intérieure n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle se gagne dans le chaos, dans la traversée des illusions, dans la reconquête de soi. Si tu reconnais aujourd'hui ce test de la confusion, sache que tu es déjà sur le chemin de la libération. Refuser de te perdre dans les versions imposées, c'est déjà une victoire. Ne laisse personne t'expliquer ce que tu ressens. Ne laisse personne redéfinir tes souvenirs, tes besoins, tes blessures. La sortie du brouillard est une renaissance. Tu retrouves la force de t'affirmer, de poser des mots, de demander du respect. Tu décides enfin d'être la narratrice de ta propre histoire, sans peur de déplaire, sans honte d'être sensible, sans complexe d'être trop pour certains. La clarté, parfois, commence par un simple non, un refus de céder, une exigence de vérité, une fidélité à soi-même. Souviens-toi, ce que tu ressens n'est jamais un mensonge. Tes émotions sont des boussoles, tes doutes des signaux, tes colères des appels à la justice. Même dans le brouillard, il existe un chemin vers la lumière. Ce test de la confusion, aussi toxique soit-il, peut devenir la matrice d'une identité nouvelle, celle d'une femme qui ne se laisse plus faire, qui ose dire, qui ose partir, qui ose s'aimer au-delà de tous les brouillages du monde. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que tous ces tests, la distance, la provocation, la compétition, l'instabilité, la fausse vulnérabilité, la confusion, forment comme un cercle vicieux, un labyrinthe affectif dont il est si difficile de s'extirper. On croit aimer, mais on apprend surtout à survivre, à jongler avec les humeurs, à doser sa propre lumière pour ne pas faire d'ombre ou pour ne pas disparaître tout à fait. Et, parfois, l'on finit par se demander si c'est cela l'amour, une succession de défis, de doutes, de concessions qui n'ont jamais de fin. Mais il arrive un jour, souvent après avoir touché le fond, où la fatigue devient plus forte que la peur. Un déclic se produit, parfois dans le silence d'une nuit d'insomnie, parfois au détour d'une phrase anodine, parfois simplement face à son propre reflet. On comprend que le problème n'est pas d'échouer ces tests, mais d'accepter de les passer encore et encore, comme si notre valeur dépendait du verdict de l'autre. C'est là que commence l'éveil, ce sursaut d'âme qui transforme la victime silencieuse en actrice consciente de sa propre histoire.
les plus grands penseurs du comportement humain ont montré que la sortie du cercle commence toujours par la prise de conscience. Ce n'est pas moi qui suis trop, pas assez, trop sensible, pas assez détaché. C'est le scénario lui-même qui est vicieux. Tant que l'on croit pouvoir gagner la paix en jouant les règles de quelqu'un d'autre, on s'expose à l'épuisement, à la confusion, à l'effritement progressif de l'estime de soi. Mais dès que l'on ose regarder en face la dynamique, sans honte ni haine, tout change. On arrête de chercher à convaincre, à expliquer, à attendre la permission d'exister. Cet éveil ne se fait pas d'un coup. Il passe par des deuils successifs, le deuil de l'illusion, le deuil du rêve de réparation, le deuil du conte de fées où aimer suffit à tout guérir. Mais c'est un chemin qui rend à la vie une saveur nouvelle. On réapprend à écouter ses propres besoins, à honorer ses limites, à refuser la violence sous toutes ses formes, même quand elle est douce, souriante, déguisée en amour fragile. On comprend que la vraie force ne consiste pas à encaisser sans broncher, mais à savoir quand dire stop, quand partir, quand reconstruire ailleurs. Jung disait que l'âme, pour grandir, doit affronter ses propres démons, traverser les ombres, oser le chaos pour retrouver la lumière. Ce n'est pas un parcours linéaire, ni un combat à gagner, mais une alchimie intérieure, celle de la vérité retrouvée, du courage de la solitude, de la foi en sa propre renaissance. Ceux qui sortent du cercle ne sont pas les plus durs, mais les plus lucides. Ils acceptent de ne plus plaire à tout prix, de décevoir parfois, de perdre des liens qui n'étaient que des chaînes déguisées. Ils savent que la liberté coûte cher, mais qu'aucun amour ne vaut le sacrifice de l'âme. Ce retour à soi n'est pas un repli, mais une ouverture. On découvre que l'on peut aimer sans se perdre, donner sans s'épuiser, partager sans se nier. Les liens qui se tissent alors sont d'une autre nature. Ils ne cherchent plus à réparer, à combler, à valider. Ils offrent un espace où la parole circule librement, où les silences ne sont plus des menaces, où l'on peut exister sans peur du jugement. On comprend enfin que la véritable intimité commence là où cesse le test, où chacun prend la responsabilité de son histoire, de ses blessures, de sa lumière. Peut-être hésites-tu encore, partagé entre la fidélité à l'ancien et l'appel du nouveau. C'est normal, l'inconnu fait peur, même quand l'ancien fait mal. Mais souviens-toi que chaque pas vers toi-même est déjà une victoire. N'aie pas honte d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir essayé. Ce sont ces expériences qui font de toi une femme capable de discernement, de compassion, de grandeur. Ce ne sont pas les tests qui t'ont abîmé, mais le fait d'y croire encore. Ce ne sont pas les défaites qui te définissent, mais la force de te relever, d'apprendre, de recommencer. Ce dernier test, peut-être le plus difficile, est celui de la décision. Oser choisir ta paix plutôt que le chaos, ta lumière plutôt que l'ombre, ta vérité plutôt que l'illusion. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'es la solution à aucun manque, tu n'es la récompense d'aucun jeu, tu n'es la captive d'aucune promesse non tenue. La renaissance commence toujours par une décision intérieure, celle de ne plus négocier l'essentiel, celle de n'accepter que ce qui élève, celle d'aimer d'abord la femme que tu deviens. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, que ton histoire ne s'arrête jamais à une relation. Que la vraie fidélité, c'est d'abord envers toi-même. Que les tests finiront toujours par s'épuiser face à la puissance de celle qui a décidé de ne plus jouer. Et qu'au bout du compte, ce qui demeure, ce n'est pas la mémoire des épreuves, mais la lumière retrouvée au cœur du chaos. Cette lumière qui, désormais, ne dépend plus de personne. Il y a dans chaque femme un feu sacré que personne ne devrait éteindre. Après avoir traversé tous ces tests, toutes ces épreuves, tu comprends que la plus grande victoire n'est pas de plaire, mais de se libérer. Tu n'es pas né pour te conformer à la peur, ni pour être l'ombre de qui que ce soit. Ce que tu ressens, ce que tu portes, ce que tu refuses aujourd'hui, c'est le signe d'une renaissance. L'amour authentique ne commence jamais dans la confusion, la compétition ou la douleur. Il commence dans la clarté, la confiance, le respect de soi. Quand tu refuses de passer les tests, quand tu oses dire non au jeu qui te dévore, tu ouvres la porte à une autre forme d'amour, celle qui ne te demande pas de te diminuer, mais de t'élever,
celle qui ne t'impose pas le silence, mais qui célèbre ta voix. Jung disait que la liberté commence par un regard honnête sur soi-même. Refuser le brouillard, c'est choisir la lumière. Accepter de perdre ce qui n'a jamais été à toi, c'est faire de la place pour ce qui te correspond vraiment. C'est aussi accepter l'inconfort, l'incertitude, le vertige de l'inconnu. Mais c'est là, au cœur du vide, que la magie opère. On cesse d'être candidate, on devient créatrice. La vraie force, c'est de ne plus attendre l'approbation de l'autre, mais d'accueillir ses propres besoins sans honte ni culpabilité. C'est de se pardonner d'avoir trop espéré, de s'être parfois oublié, mais de ne plus jamais se trahir. Quand tu te relèves, quand tu tournes le dos au scénario, tu redeviens la narratrice de ta vie et tu découvres que le respect, la tendresse, la paix existent bel et bien à condition d'oser les réclamer. Alors, laisse le passé derrière toi. Ose rêver plus grand, aimer plus vrai, exister sans masque. Que chaque larme versée pour l'autre devienne une source d'amour pour toi-même. Car ce n'est pas en réussissant les tests des autres que tu t'honores, mais en devenant, chaque jour, la femme qui ne joue plus. Voici venu le temps de la lumière, de la liberté, le tien.